J'ai rencontré Sarah à l'église où nous allions tous les deux. Nous étions encore adolescents, j'avais 16 ans et elle 15. Nous échangions des regards timides pendant la messe, et avec le temps, nous avons commencé à assister ensemble à différents événements de l'église en tant que bénévoles. C'est à travers ces événements que nous nous sommes rapprochés, jusqu'à ce que nous commencions à sortir ensemble. Sarah venait d'une famille forte et traditionnelle, et c'est pourquoi je savais que je devais être respectueux et prouver à sa famille que mes intentions étaient sérieuses. J'ai demandé la main de Sarah à son père, et après 3 ans de fiançailles, nous nous sommes mariés. Nos familles s'étaient rapprochées au fil des années, et tout dans notre vie semblait parfaitement s'assembler. Nous avons décidé d'attendre quelques années avant d'avoir notre premier enfant. Je voulais finir l'université, trouver un emploi et acheter une maison avant d'amener un enfant dans ce monde. Sarah et moi avons toujours été méticuleux, planifiant chaque étape avec soin, et cette approche nous a permis de construire une vie stable. Pendant que Sarah s'occupait de la maison, je travaillais dur pour nous soutenir. Notre relation était solide, je ne me souviens même pas de la dernière fois où nous nous étions disputés. Je veillais à ce que Sarah se sente à l'aise et indépendante. Je lui avais ajouté une carte de crédit à la mienne, et j'avais toujours un peu d'argent liquide pour elle, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Je pensais que c'était un arrangement juste, car elle gérait la maison et s'occupait de moi, tandis que je travaillais à l'extérieur. J'ai obtenu mon diplôme en 2015, et cette même année, Sarah et moi avons acheté notre première maison. Mon père nous a aidés avec une contribution substantielle, et nous avions l'impression de mettre enfin nos vies en ordre. Cette année-là, nous avons décidé d'essayer d'avoir un bébé. Nos familles étaient excitées, et nous aussi. Sarah a arrêté d'utiliser des contraceptifs, et nous savions que cela pourrait prendre du temps. Mais quand les mois passaient et qu'elle ne tombait toujours pas enceinte, nous avons décidé de consulter un médecin. J'ai passé des tests pour écarter un problème de ma part, et tout allait bien. Sarah a dû prendre des médicaments prescrits et des vitamines pour aider à sa fertilité, et après presque 1 an, nous avons enfin reçu la bonne nouvelle, Sarah était enceinte. La joie était accablante, et nos familles ne pouvaient pas attendre l'arrivée du bébé. L'anticipation était presque insupportable. La grossesse s'est bien passée, mais je devenais de plus en plus inquiet. Ces mois se sont sentis comme les plus longs de ma vie. J'étais tellement consumé par l'anxiété que je ne laissais Sarah faire quoi que ce soit. J'ai engagé de l'aide pour nettoyer la maison, m'assurant qu'elle puisse se reposer et regarder la télévision, qui était son activité préférée. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, le grand jour est arrivé. Mais il y a eu des complications. Sarah est entrée en travail prématurément, et le bébé est né à 8 mois. Bien que le bébé soit en bonne santé, la santé de Sarah a rapidement commencé à se détériorer. Je n'oublierai jamais ce moment, les médecins l'ont précipitée après qu'elle ait subi un arrêt cardiaque dans la salle d'accouchement. Malgré leurs meilleurs efforts, elle n'a pas survécu. Soudainement, ma joie de devenir père a été éclipsée par la perte de la femme que j'aimais. La douleur était insupportable, et je me suis retrouvé à remettre en question tout, même ma foi. Je ne comprenais pas pourquoi cela s'était produit. Les 2 premiers mois ont été les plus difficiles. La maison semblait tellement vide, et les affaires de Sarah, les petits souvenirs d'elle étaient partout, me hantant. Mon seul réconfort était mon petit Noah, à qui j'ai donné son nom. Il était ma raison de continuer, bien que je ne puisse m'empêcher de pleurer pour Sarah. Cependant, à mesure que Noah grandissait, quelque chose ne semblait pas juste. J'ai commencé à remarquer à quel point il ressemblait peu à Sarah et à moi. Sa couleur de peau, ses cheveux et ses yeux ne correspondaient en rien aux nôtres. J'ai essayé d'ignorer cela, mais je ne pouvais pas éviter les regards des membres de la famille et des amis, les chuchotements qui nous suivaient. Lorsque Noah avait 5 mois, j'ai décidé de faire un test ADN. Ce que j'ai découvert m'a choqué, Noah n'était pas mon fils biologique. Je me souviens être rentré à la maison, encore sous le choc, appelant ma mère et ma belle-mère pour leur annoncer la nouvelle. Ma mère était dévastée, pleurant de manière inconsolable. Mais ma belle-mère, d'autre part, n'a pas été surprise. Elle a immédiatement rejeté le test comme étant peu fiable et a insisté pour dire que je m'étais trompé. Elle a défendu Sarah, assurant qu'elle n'aurait jamais trahi ma confiance. Au début, j'ai essayé de continuer à vivre avec Noah, mais avec le temps, cela est devenu impossible. Chaque fois que je le regardais, l'image de son visage innocent me rappelait la dure vérité. Je ne pouvais plus le regarder de la même façon qu'avant. L'amour que j'avais autrefois pour lui s'est lentement dissipé, et il a été remplacé par de la confusion et du ressentiment.
Le lien que nous partagions en tant que père et fils avait été construit sur un mensonge. Et maintenant, je sentais qu'un étranger se trouvait devant moi dans ma propre maison. Son sourire, son rire, même ses pleurs, me semblaient d'une manière ou d'une autre étranger. Ce n'était bien sûr pas de sa faute, mais je ne pouvais pas me débarrasser du poids de la trahison qui entourait son existence même. Ma belle-mère continuait à venir, insistant pour que je garde le silence sur la paternité, me pressant d'agir comme si tout était normal. Elle me suppliait de laisser tomber, comme si c'était quelque chose que je pouvais effacer de mon esprit. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus faire semblant. Je me noyais dans une mer de douleur et de colère. J'ai commencé à boire pour engourdir la douleur, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je me suis enfoncé dans la dépression, mon travail a commencé à se détériorer, et j'ai dû prendre un congé juste pour gérer tout ça. Je sentais que je m'effondrais, incapable d'échapper à la douleur qui semblait me suivre partout. Je ne pouvais m'empêcher de revivre chaque instant avec Sarah, me demandant comment j'avais pu ignorer les signes, remettant en question tout ce que je pensais savoir sur notre vie commune. C'était comme si je vivais un mensonge qui avait été construit pendant des années et qui maintenant se brisait de la manière la plus cruelle. Finalement, j'ai contacté ma belle-mère et je lui ai dit, avec tout le courage que j'ai pu rassembler, que je ne pouvais pas rester avec Noah. Les mots étaient difficiles à prononcer, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Elle a réagi avec colère, me faisant sentir coupable, m'accusant d'abandonner mon propre fils. Elle m'a menacé de tout ce qu'elle pouvait, depuis ruiner ma réputation jusqu'à m'appeler un lâche pour ne pas l'accepter. Elle a utilisé tous les moyens possibles pour me convaincre de changer d'avis, mais je n'ai pas pu être persuadé. J'étais épuisé, émotionnellement et physiquement. Je lui ai dit que si personne d'autre ne s'occupait de Noah, je le mettrais en adoption. Après une grande résistance, après d'innombrables appels et discussions, elle a finalement accepté de s'occuper de lui. Ce n'était pas facile de prendre cette décision. Je me sentais comme si j'arrachais une partie de moi-même. J'ai vendu ma maison pour repartir à zéro, espérant qu'éloigner de l'environnement que nous avions construit ensemble m'aiderait à guérir. J'ai arrêté de boire, essayant de remettre ma vie sur les rails. Mais même alors, je savais que je n'étais pas guéri. Mon cœur était toujours brisé, et mon esprit toujours embrouillé par la confusion. Il y avait tellement de questions et si peu de réponses. J'ai dû tout laisser derrière moi, mais même dans un nouvel endroit, les souvenirs de ce qui s'était passé me poursuivaient. J'ai pris contact avec mon patron au travail, demandant une mutation dans une autre succursale, dans un autre état. Je ne pouvais pas rester à Cleveland, Ohio. Chaque rue, chaque coin semblait me rappeler la vie que je pensais avoir, la vie qui était maintenant détruite. Alors, je suis allé à Columbus, espérant que le changement de décor m'apporterait un peu de paix. Mais ça n'a pas marché. Le jugement des autres était accablant. Les chuchotements, les regards en coin, les gens m'appelaient un monstre. Ils m'ont étiqueté comme l'homme qui avait abandonné son propre enfant, un homme qui ne se souciait même pas d'élever un enfant. Mon nom était sali, et la culpabilité d'être associé à la trahison de Sarah semblait me suivre partout où j'allais. Ce qui m'énervait le plus, c'était que personne ne semblait blâmer Sarah. Elle n'était plus là, mais elle semblait être au-delà de tout reproche. Tout le monde avait de la sympathie pour elle, même si c'était elle qui m'avait trompé, elle qui avait détruit tout ce que nous avions construit. Quelques mois plus tard, j'ai découvert qui était le véritable père de Noah. La vérité a commencé à émerger lorsque l'homme est venu revendiquer son droit de père. Il s'appelait Mark, et je l'ai reconnu. C'était le frère de l'une des amies proches de Sarah, une femme nommée Linda. Sarah n'était pas du genre à sortir souvent, mais elle trouvait toujours du temps pour rendre visite à Linda. Et maintenant, je comprenais pourquoi. J'ai même appris que Sarah passait la nuit chez Linda de temps en temps, pendant que j'étais en voyage d'affaires. Je n'en avais aucune idée. Je lui faisais confiance, je ne remettais jamais en question sa loyauté, mais maintenant je voyais la vérité qui m'avait été cachée tout ce temps. Enfin, la justice semblait être rendue. Ce n'était pas seulement un sentiment de vengeance, mais une sensation douce amère de clôture. La réputation de Sarah, qui avait été parfaite aux yeux de tous, était désormais à jamais ternie. Même si elle n'était plus là pour affronter les conséquences, sa mère devait porter le fardeau de la honte. Je devais admettre qu'au final, que Mark prenne Noah en charge était un grand soulagement pour moi. Je savais que je ne pourrais jamais être le père dont Noah avait besoin pas après tout ce qui s'était passé. Bien que Noah soit innocent dans tout cela, moi aussi j'étais innocent.
Nous étions tous les deux victimes de la trahison de Sarah. Et bien que cela me fasse mal, je devais accepter qu'il n'y a parfois pas de fins heureuses, seulement des vérités douloureuses et l'espoir qu'un jour nous puissions trouver la paix dans les conséquences. Si vous avez une histoire similaire, partagez-la avec nous dans les commentaires si vous souhaitez que je la raconte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.